Luc Carbonneau, responsable ou directeur des communications pour l'Everest de la Côte-du-Sud et notre commentateur sportif à CMA TV. Bon matin. Bon, on n'a pas de son, mon ami, alors on va... Les joies d'être en Et ligne, de voilà. toujours oublier de s'unmuter, c'est Les classique plaisirs, maintenant depuis 2020. les plaisirs de la technique, Luc. Oui, exactement. Luc, d'abord, écoute, je suis connecté un petit peu pour l'Everest. Bon, ben, la saison a commencé en fin de semaine. Oui, la saison a recommencé cette semaine, mercredi dernier. Eh bien, malheureusement, 3 défaites de suite Oh, contre les Panthères de Saint-Jérôme, les Prédateurs de Joliet le vendredi et les Cobras de Terrebonne ce dimanche. Donc, ça n'a pas été un début d'année 2023 bien espéré, avec une défaite de 5-2 face aux Panthères de Saint-Jérôme, privé de Christophe Chiasson, d'Étienne Arsenault notamment. Et puis, vendredi, samedi, bien, on n'avait pas les deux gardiens de but, ni Christopher Chiasson. Donc, on avait deux gardiens de but suppléants qui évoluent dans ce qu'on appelle du juvénile D1, là, dans le RSEQ au niveau du secondaire ou encore dans le junior 2A. Donc, vous comprendrez que lorsque vous affrontez une machine comme les Cobras de Terrebonne, même si l'alignement en avant est complet, c'est très difficile de trouver une façon de battre une formation qui en est maintenant à 18 victoires consécutives. C'est la formation de l'heure dans la Ligue canadienne de hockey junior, dans le junior 3A. Donc, ça n'a pas été le début de saison. Le début d'année 2023 se comptait là, pour l'équipe. bon, puis on se situe où au classement maintenant? On est au 6e rang avec 35 points, 3 points derrière les Condors du Cégep Beauce-Appalaches qui ont perdu hier 5-4 en prolongation contre le Vinci de Laval. Les Inuits de Granby également qui ont perdu dimanche notamment. Donc, l'Everest qui reste au 6e rang, égalité avec 35 points avec les Inuits de Granby avec un match en main. Bon, et au sixième rang, est-ce que c'est suffisant pour se présenter aux séries? Oui, c'est suffisant pour se présenter aux séries sans avoir à passer là, à travers la série la série de repêchage, là, si on veut. Là, on se rappelle que les positions 7, 8, 9 et 10 vont s'affronter dans les séries 2, 3, là, 7, 10, 8 et 9, afin de savoir quelles seront les deux formations qui vont passer dans la ronde des éliminatoires. Mais avec les changements qui ont été apportés là, au cours de l'entre-saison, il n'y a pas trop de surprise à avoir qu'éventuellement, l'Everest va consolider son 6e rang et monter même au 5e échelon. Les prochains matchs sont inscrits pour quand? Le prochain match est compté pour vendredi. Ça sera les Braves de Valleyfield qui va être de passage à l'Arena de Montmagny. Le match va commencer à 19h45. Bon, on est toujours en attente là, de voir si les deux gardiens de but seront présents là, de Jonathan Labrie et Jérémy Bégin qui s'ils vont être en mesure d'être en uniforme pour le match de vendredi. Mais avec les modifications que Simon Labrie a apportées à sa formation, là, je peux te garantir, Michel, que les prochaines semaines vont être nettement mieux. OK. Est-ce qu'on peut être positif malgré un mauvais début d'année? Oui, oui, écoute, sincèrement, c'est sans l'ombre d'un doute. Christophe Chiasson va être de retour dans l'équipe. Jérémy Bagin devrait être également là vendredi prochain. Donc, il n'y a vraiment rien à s'inquiéter. C'est sûr que c'est plate de voir des joueurs qui doivent s'absenter pour des raisons personnelles. Mais tout de même, les choses vont se replacer là, ça, là-dessus. Tu peux compter sur moi. Là. Disons que Simon Labrique est assuré que ça va se replacer très bien, surtout avec l'acquisition du défenseur Émile Côté, notamment, qui était le défenseur numéro 1 des Condors du Cégep Beauce-Appalaches dimanche matin. Et certains joueurs qui sont possiblement qui risquent possiblement de rejoindre l'alignement également pour venir regarnir le tout. Donc, les choses vont se replacer éventuellement. Maintenant, si on regarde un peu à l'extérieur, on va un petit peu plus loin. Puis, je ne sais pas si tu as regardé le match du Canadien samedi. Moi, j'en ai pris quelques brides. Là. D'abord, je l'ai mentionné là, juste avant de te présenter, que Michel Bergeron, dans sa chronique du Journal de Québec de samedi, là, il disait le Canadien a une honte. Et ils ont gagné contre Saint-Louis. Ça m'a surpris. Là. Excusez-moi. Ils ont gagné contre Saint-Louis, mais je ne sais pas si tu as regardé le match, mais après le match, là, les instructeurs se donnaient la main, puis j'avais l'impression qu'ils venaient de gagner la Coupe Stanley, qu'on s'en allait sur la rue Sainte-Catherine. Écoute, ça faisait 6 défaites d'affilée. Ça va pas bien pour Martin Saint-Louis. Ça allait pas mieux pour Dominique Ducharme. Qu'est-ce que ça va prendre pour remettre ce club-là sur ses rails?
Du temps. C'est aussi simple que Est-ce ça. que Geoff Molson Non. va être assez patient pour du temps? Parce que si Ah, Luc, si tu regardes les matchs du Canadien, là, il y a beaucoup ouais. de sièges vides. Oui, mais d'un autre côté, quand tu as 17-18 000 billets de vendus, pareil, même si tu as beaucoup de sièges vides, tu fais tes frais, ça. Tu pourrais en parler aux Coyotes de l'Arizona qui, même à 5 000, font pas leurs frais dans un amphithéâtre où est-ce qu'ils ont boosté les prix. Fait que, tu sais, Jeff Molson peut se permettre d'être patient en ce moment parce que il sait très bien que les billets vont quand même se vendre, même s'ils ne se vendent pas nécessairement au prix le plus élevé qu'il voudrait pour ses revenus de formation de l'organisation. Il va faire ses frais, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, lui, il peut se permettre d'être patient. Le monde va toujours être acheteur pour acheter des billets pour aller voir le Canadien. Puis, par rapport à Michel Bergeron, tu sais, je pense qu'à un certain point, des chroniques comme ça vaut pas grand-chose du point de vue où est-ce que euh, je veux dire, dès le début de la saison, on savait que ça allait être une équipe de la reconstruction, puis c'était juste une question de temps avant que le Canadien soit ramené sur terre, puis qu'il frappe un mur, puis qu'il y ait 7 défaites de suite. Puis c'est ce qui arrive présentement. Puis le calendrier est fait de cette façon-là. Le Canadien n'en gagnera pas beaucoup de sa fin de la saison, là. En plus, sans Sean Monahan, Kevin Goulet qui est absent pour 8 semaines, Brendan Gallagher également qui n'est pas là pour amener du leadership dans Ouais, le mais ça, moi, vestiaire. Luc, je t'arrête tout de suite. Là. Ouais. Il n'y a pas juste le Canadien qui a des blessés. Là. Non, je Moi, sais, quand, mais je te dis quand juste on qu'il y a vient une me équipe de parler... Là, formation qui est en reconstruction, c'est sûr et oui, oui, mais certain que ça fait combien d'années qu'ils sont en reconstruction? Écoute, la dernière ben, Coupe ça fait Stanley 2 ans, date Michel. de 1993. Là. Alors, ça commence à faire longtemps. Là. Ça va faire 30 ans qu'ils n'ont pas gagné la Coupe Stanley. Alors, Ben, club en reconstruction, ça va durer combien de temps, la reconstruction? Et là, on a des gros contrats comme Gallagher, tu en parlais justement avant que j'intervienne, qui gagne 6 millions par année, puis il ne joue pas beaucoup parce qu'il est toujours blessé. Il y a des gros salaires là-dedans. Et je ne suis pas sûr que tout le monde, et reprends-moi si j'ai tort, pas sûr que tout le monde, ou pas grand monde, chez les Canadiens, donne l'effort qu'il doit donner, à part samedi, là. Armia qui a compté 2 buts. Mais à part ça, là, je te dirais que c'est pas... Tu regardes ça, puis c'est pas impressionnant. non, effectivement, il y a certains joueurs qui tirent de l'arrière un peu puis qui manquent un peu d'entrain et d'effort. Ça, je te donne le point. Par contre, d'un autre côté, Michel, je veux dire, des 4 Coupes Stanley, comme certaines générations ont vu, c'est plate, mais ça n'existera plus. À cette heure, c'est 2 Coupes Stanley maximum qu'on peut remporter tout de suite. Puis dans une équipe qui est rendue à 32 formations, c'est bien de valeur, ben, il va falloir que tu sois patient en maudit pour la gagner parce que tu vas avoir 31 autres concurrents qui vont vouloir puis qui vont prendre la chance également de tomber en reconstruction pendant des années. Le Canadien a eu ses chances en 2010, en 2014 et en 2021. Il a passé à côté pour des facteurs X, Y, Z ou par manque de profondeur également. Donc, c'est plate, mais moi, du côté de ma génération, c'est sûr et certain que le phénomène de reconstruction va passer. Je veux dire, on parle des Coyotes de l'Arizona, par exemple, ou d'autres formations comme les Sharks de San Jose qui sont dans un processus de reconstruction, qui ont été pendant des années aspirants à la Coupe Stanley, puis malheureusement n'ont pas été en mesure de la conquérir. C'est la même chose avec les Leafs de Toronto également. Ça fait 5 années de suite où est-ce qu'on prend part aux séries éliminatoires, qu'on est éliminé au premier tour, et pourtant on a une formation qui serait en mesure de remporter la Coupe Stanley avec les éléments qu'on a sous la main. Fait que, processus de reconstruction, oui, mais effectivement, certains joueurs qui en sont à leur dernière année de contrat, puis qui savent très bien qu'après ça, la carrière risque probablement d'être terminée dans la Ligue nationale de hockey. Il y aura des DG qui vont être quand même en mesure qui vont être partants pour leur offrir un contrat de 1 million ou 2 millions par année pour une période d'1 an ou 2 ans. Puis malheureusement, c'est des PME, puis il y a mieux certains joueurs aiment mieux comment je pourrais dire, prendre le chèque puis assumer ainsi parce qu'il y a eu des DG qui ont été trop gourmands, puis ça fait partie d'une ligne où est-ce que tu as une compétition féroce, où est-ce que les DG sont prêts à tout pour tenter de gagner des matchs. Est-ce que c'est bon, c'est pas mauvais? Ça, personnellement, c'est des DG qui offrent 4 millions à des joueurs qui produisent 12-15 points. Malheureusement, c'est l'offre et la demande. Les directeurs généraux sont prêts à tout pour tenter d'avoir le meilleur alignement puis de donner sur qu'est-ce que les joueurs ont produit dans le passé, non pas sur qu'est-ce qu'ils vont produire. Puis ça, c'est un peu dommage. Luc, je regardais le match Canada, pardon, Canada-Tchéquie. Et après ça, je suis allé voir le match Canadien-Rangers. Là. Et écoute, le match d'équipe Canada là, avec le but de Gunter, là, quel match! Et après ça, tu vas voir le match des Canadiens, puis
Je pense que je me suis endormi. Sérieusement, quel match de l'équipe Canada. Quel match, quelle remontée. Parce que, écoute, c'était 2-0 pour Canada. La Tchéquie remonte ça à 2-2 parce que, entre autres, une erreur du gardien là, qui a voulu dégager son territoire qui s'est fait prendre. Mais après ça, la période de prolongation, là, écoute, le cœur y était de tout le monde, tant de la Tchéquie que du Canada. C'est le Canada qui a eu le dernier mot, mais quel match de hockey. C'est vraiment... Ça nous manque, je pense, du hockey comme ça. Je pense que c'est le genre de match qu'on voyait canadien-nordique dans le temps. Là. Ça me permet ça me permet d'être nostalgique. Écoute, si t'es nostalgique, tant mieux. Moi, j'étais très fier d'avoir une formation, un pays comme la Tchéquie qui on va se le dire, Michel, qui n'est pas très populeux, qui a à peu près la population d'une fois et demie le Québec, à être aussi compétitif que ça sur la scène internationale. C'est très rafraîchissant. Il faut dire que la République tchèque, au cours des 5 dernières années, est vraiment rentrée dans une nouvelle phase de réhabilitation du hockey, où est-ce qu'on a changé la structure un peu à l'interne du pays. On voit que ça porte fruit. Surtout le fait que l'an passé, en fait, au mois d'août, on a amené beaucoup de joueurs de 17 ans de 16-17 ans qui allaient être en mesure d'être de retour à la compétition internationale cette année. Ça leur porte des fruits. Puis, tu sais, les Tchèques n'ont pas gagné l'or depuis 2001. Les 2 années où est-ce qu'ils sont allés en finale 2000-2001, c'est intéressant de voir la République tchèque avoir très bien performé de la sorte. Le Canada s'est fait traîner, je vais être bien franc, Michel, là, par Connor Bedard la majorité du tournoi. Disons qu'il y a 2 lignes il y a deux trios qui auraient pu mieux de performer au cours de ce tournoi-là, notamment le trio de Shane Wright qui a décidé de se réveiller heureusement en finale pour le Canada, là, parce que sans quoi, là, ça a été un trio qui a été... En fait, le Canada a été mené par Logan Stankoven, Joshua Roy et Connor Bedard tout au long du tournoi. C'est Dylan Gunther, là, comme tu mentionnais, qui a marqué le but gagnant. Moi, personnellement, lors de la finale du match de la médaille d'or, j'ai pas du tout regardé le Canadien. Je suis resté scotché à l'équipe Canada. C'est toujours intéressant de voir des jeunes de 17, 18, 19 ans et même début vingtaine donner leur maximum pour le pays. C'est rafraîchissant, ça fait du bien. Puis surtout, c'est quand le tournoi a lieu à Halifax, pas à Halifax, mais au Canada, c'est sûr et certain que ça donne tout le temps des bonnes foules. Bien, c'est sûr. Et surtout beaucoup d'ambiance. Les partisans sont derrière leur équipe aussi, hein, ça aide. On dit toujours que c'est un 6e joueur. Exactement. Puis ça a été, honnêtement, c'est pas pour rien que la Fédération internationale de hockey sur glace le souhaite à ce que le tournoi revienne une fois ou 2 ans là, au Canada ou en Amérique du Nord. C'est souvent là où est-ce qu'il y a les plus grandes assistances lors du tournoi pendant le temps des fêtes. Écoute, moi, ce qui m'a impressionné, c'est de voir les joueurs défaits, là, les joueurs pleurer à chaudes larmes. Écoute, ils la veulent, la victoire. Et Connor Bedard l'a dit, je joue pour gagner la médaille d'or. C'est mon seul objectif. Il l'a démontré aussi. Oui, effectivement. Tu sais, ces joueurs-là, là, entre 16, c'est... Pour bien des joueurs, dans une carrière de hockey junior, ça va être leur fait saillant. On sait qu'au Canada, on a la Coupe Memorial. Du côté de la NCAA aux États-Unis, au niveau collégial universitaire, on a ce qu'on appelle le Frozen Four, qui est vraiment les séries éliminatoires, qui est l'un des tournois les plus difficiles à remporter. Il n'y a pas de séries éliminatoires, c'est des matchs de barrage lorsqu'on rentre en éliminatoire au sein de la NCAA. C'est des faits saillants dans une carrière parce que ce soit au niveau junior canadien, au niveau collégial américain ou même au niveau junior en Europe, c'est souvent les faits saillants d'une carrière pour bien des joueurs. Oui, vous avez des athlètes, des hockeyeurs qui ont été repêchés au Canada qui vont certainement jouer dans la Ligue nationale un jour. Mais pour la majorité, notamment des joueurs européens, on ne jouera pas dans la Ligue nationale. C'est le fait d'armes d'une carrière, c'est le but ultime, parce qu'à part ça, on va souvent jouer dans les ligues professionnelles, que ce soit la Extra-Liga en République tchèque, que ce soit la SAEL ou encore la NLA, que ce soit en Suisse ou en Europe, ou encore la Liga en Finlande. Souvent, les joueurs vont se retrouver à jouer à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas de Ligue nationale pour eux. Mais pour les pays européens, c'est vraiment les championnats mondiaux sont extrêmement importants. Pas seulement le championnat du monde là, au mois de mai chez les hommes, mais également chez les juniors. C'est vraiment l'apothéose d'une carrière et c'est
c'est ce qu'il y a de plus prestigieux, plus qu'une Coupe Stanley. Donc, c'est normal d'avoir des joueurs là, européens, que ce soit tchèques, slovaques, suédois, finlandais, qui vont être beaucoup plus d'effets souvent que les joueurs nord-américains lorsque ces derniers ne réussissent pas à remporter la médaille d'or. Écoute, Connor Bedard a battu plusieurs records, puis il disait justement qu'il ne jouait pas pour battre des records, qu'il jouait pour gagner la médaille d'or. Moi, ce jeune-là m'a impressionné. Et sa façon de jouer, de déjouer les défenseurs, quel talent. Là, à cette heure, c'est très français. Maintenant, les gens toutes les équipes voudront mettre le grappin dessus. Ça, c'est pas réglé. Non, c'est. Mais écoute, si tu on me parle permets, entre autres du Canadien, Michel, mais là, je pense qu'ils sont en position. S'ils continuent de même, ils vont être en position peut-être de pouvoir le repêcher. Exactement, Michel, si tu me permets, vite, juste pour te donner une idée, Connor Bedard a marqué 6 points à son retour avec les passes de Regina hier contre les Hitmen de Calgary dans la Ligue de l'Ouest. Et pour donner une idée, Owen Zellweger, qui était l'un des défenseurs de l'équipe Canada, a été échangé avec un autre joueur avec les Blazers de Kamloops. Et Kamloops a donné 3 choix de première ronde, 3 choix de deuxième ronde, 3 choix de troisième ronde, 3 choix de quatrième ronde et 4 joueurs au Silvertips d'Everett pour aller acquérir Owen Zellweger, qui est un défenseur d'équipe Canada, ainsi qu'un autre attaquant des Silvertips d'Everett. Donc, c'est juste pour vous donner à quel point que si Bedard se faisait changer de Regina, disons que Regina pourrait mettre la main sur un méchant pactole pour les séries éliminatoires ou pour reconstruire l'équipe. Pardon, je veux lever mon chapeau à Cole Caulfield. C'est tout un joueur. Et s'il y en a un qui travaille pour le Canadien, Cole Caulfield. Voilà, ben c'est tout le temps qu'on a, mon ami. On va se reprendre prochainement. Merci, Luc, d'avoir été avec nous. Et on va surveiller les matchs de l'Everest en fin de semaine. Ça fait plaisir. Merci, Michel. Puis on invite tout le monde à l'Arena de Montmagny. Puis vous rappelez également que vous allez pouvoir participer au tirage de l'Everest à coût de 20 là, qui a débuté également pour la prochaine saison. Il y a des prêts à gagner là, rapidement, paire de billets pour les Canadiens de Montréal. Pour les Alouettes également, un ensemble de rangements fournis également par Métal Rouge. Merci, Luc. Bonne semaine. Salut, Michel. Voilà, Luc Carbonneau, qui est responsable des communications pour le Club d'Everest, Côte-du-Sud et également commentateur sportif pour CMA TV. Ça complète. On s'arrête dans quelques instants. La nouvelle positive.